Bonsoir, Maxime Bernier. Bonsoir, merci de m'inviter. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous sur le plateau de Théovox Actualité. C'est toujours une joie et un honneur de vous avoir avec nous, Maxime. Maxime, j'ai tellement de choses, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus, j'ai des sujets, on pourrait faire 1h30 puis ça serait encore trop court, mais il y a des choses qui accrochent ou qui attirent mon attention beaucoup dans les médias dernièrement. Maxime, qu'est-ce qui arrive avec les politiciens? Il semble que les politiciens ont perdu leur posture. J'ai été mis au courant d'une histoire cette semaine où on avait, l'exécutif d'un comté avait mis en place, voulait mettre en place un candidat qui a été refusé par le Parti conservateur du Canada à cause de convictions pro-vie, à cause que c'était un social conservateur, et on l'a tassé pour le remplacer par quelqu'un d'autre. J'ai téléphoné à ce candidat-là. J'ai voulu avoir une entrevue avec lui. Et il m'a dit, premièrement, je ne veux pas parler d'avortement. Parce qu'il va avoir des partiels bientôt et je ne voudrais pas me mettre en bourbe pour les prochaines partiels. Maxime, est-ce que les politiciens ont perdu la posture au détriment du désir de siéger à l'Assemblée nationale ou au Parlement du Canada? Bien, les politiciens qui font de la politique avec le Parti conservateur du Canada ou le Parti libéral ne sont pas là pour écouter les gens et parler vraiment de qu'est-ce qu'ils entendent dans leur comté et représenter les gens à Ottawa. Non, ils représentent le Parti Ottawa. Et dans le cas de ce candidat-là du Parti conservateur, bien la ligne de parti de Pierre Poilievre, c'est qu'on ne veut pas parler d'avortement. Pierre Poilievre ne dira jamais le mot avortement. Pourquoi? Parce que la presse nationale est contre tout discours sur l'ouverture de réglementer l'avortement. J'en ai subi les conséquences en 2019 lorsque j'ai commencé à parler qu'effectivement, il y a des avortements tardifs qui se font ici au Canada. Donc, le bébé est en train de naître, puis on va l'avorter. C'est un meurtre, je l'ai dit, et qu'on devrait réglementer ça. Et je suis ouvert. Moi, j'ai des gens qui sont pro-vie, qui sont dans mon caucus, qui sont avec nous, des gens qui sont pro-choix, et je leur dis, il faut avoir ce débat-là. Il faut faire ce débat-là, mais au Canada, les partis de l'establishment, tant le conservateur libéral NPD que le Parti vert, ne veulent pas. Ils nous disent qu'ils ont un consensus, un peu comme dans le débat sur les changements climatiques. Il y a un consensus, on n'a pas le droit de critiquer, comme durant le temps de la COVID, lorsqu'on voulait critiquer puis dire non, il y a d'autres alternatives au vaccin, on devrait regarder ça. On ne voulait pas, la presse censurait les gens qui avaient un point de vue contraire, et là, bien, c'est le Parti conservateur qui censure ses candidats. Moi, je peux dire aux gens, si vous voulez rouvrir le débat sur l'avortement, vous êtes bienvenus avec nous parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut avoir une loi à Ottawa. On est un des seuls pays qui n'a pas de loi sur l'avortement. Un des seuls pays où c'est pas un meurtre d'avorter une femme tardivement lorsque le bébé est viable. Ça se fait au Canada actuellement. C'est fou, hein? Veut-on vraiment d'un parti au pouvoir qui pourrait être la substitution de Justin Trudeau qui censure ses députés qui sont censés représenter leur comté? Absolument. Et là, bien, M. Poilievre, dans ce dossier-là, c'est ce qu'il fait. Dans d'autres dossiers aussi, qu'on parle des changements climatiques, par exemple, ou de l'immigration de masse, Poilievre ne veut rien savoir de ça. Pourtant, c'est la base du pourquoi qu'on a une crise en ce qui concerne le logement, qu'on a une crise en ce qui concerne dans le domaine de la santé. Lorsqu'on a 1,2 million de personnes qui viennent au Canada pour un pays de 39 millions, 40 millions d'habitants, c'est l'immigration de masse. Il faut leur donner des services sociaux. On n'est pas capable de donner des services à notre propre population. Comment on va le faire avec tous ces immigrants-là qui viennent? Il faut mettre un stop et on ne veut pas parler de ça à Ottawa. Il y a quelques semaines, Maxime, je veux vous entendre là-dessus. Il y a quelques semaines, Théovox a été le premier joueur à diffuser ce qui se passait aux îles de la Madeleine. Il y avait un passeport archipel qui était censé voir le jour le 1er mai. On a couvert l'événement, on s'est déplacé, on a voyagé jusqu'aux îles de la Madeleine pour couvrir l'événement, aussi aux îles de la Madeleine. Et finalement, ça a avorté ou ça a été reporté à une date ultérieure. Avez-vous suivi le dossier de votre côté? Vous avez pensé quoi de ce passeport archipel-là? Parce que si on ouvre la porte aux îles de la Madeleine, on ouvre la porte à l'échelle du Canada au complet. Là. Bien, absolument. Moi, j'ai trouvé... On parlait de ça, nous, que
on l'a vu avec le passeport vaccinal. J'étais contre ça, la liberté de voyager à travers le Canada librement, mais ça existe dans notre Constitution. Mais actuellement, ce qu'ont fait les politiciens durant la COVID, c'est qu'ils ont imposé des passeports vaccinaux et les gens ne pouvaient pas voyager. Ils ont brimé la Constitution canadienne. C'est la même chose dans ce cas-là. On voulait imposer un passeport pour aller aux îles de la Madeleine et sortir des îles et avoir un registre. C'est un État totalitaire. Et bravo que vous avez couvert l'événement parce que les médias encore nationaux ne voulaient pas en parler. À la fin, ils ont été obligés un peu d'en parler parce que là, ils ont vu que ça n'avait pas de bon sens. Non, et donc, ça a échoué. J'espère que ça ne reviendra pas dans l'actualité et que c'est mort de sa belle mort. Mais c'est une idée complètement folle. Est-ce qu'on va imposer un passeport autour de la ville de Montréal et l'île de Montréal pour que les gens rentrent et sortent? Et non, on ne veut pas ça. On croit que ce pays-là, les gens doivent être libres de prendre leurs décisions, de voyager où ils veulent. Mais on l'a vu, ça n'a pas été respecté durant la COVID. Et là, il y a une municipalité qui voulait imposer la même logique totalitarienne. Bravo pour la citoyenne. J'ai oublié le nom de la dame qui s'est levée en premier. Mme Bourgeois puis Mme... Et oui, ça prenait des femmes pour faire ça. Oui, c'est ça. Bravo. Vous avez raison. Une autre nouvelle, après ça, on va se sauter dans le vif du sujet qui vous a amené à être avec nous aujourd'hui. Le week-end dernier avait lieu la F1 à Montréal. Et vendredi soir dernier, plusieurs pompiers ont fermé les terrasses de la rue Crescent et Sainte-Catherine. On a même donné un surnom à cet incident qui a frappé de plein fouet ces restaurateurs dans un moment de l'année qui est, sans contredit, très payant et très lucratif pour chacun d'entre eux, qualifiant cet incident de Terrace Gate. Quelle est votre analyse et votre opinion sur cet incident? Bien, premièrement, le département de pompiers qui ont fait fermer ces terrasses-là, ils ont reçu un ordre de quelqu'un. Quelqu'un leur a dit d'y aller puis de fermer ces terrasses-là. Et si on regarde l'autre côté de la médaille, les restaurateurs ont tout fait pour respecter la réglementation de la Ville de Montréal. Donc, il y a vraiment eu une activité qui a été orienté contre les restaurateurs. Organisé, selon vous? Bien, organisé, effectivement. Organisé par les pompiers, les gens qui étaient là. C'était organisé pour qu'ils arrivent. Et pourquoi faire ça le soir? Oui. Pourquoi faire ça? Il aurait pu faire ça de la journée, il y avait le temps. Non, non. Il y avait des clients là. On voulait envoyer un message clair que ces terrasses-là ne sont pas bienvenues durant le temps du Grand Prix. On a tellement nui aux restaurateurs durant la COVID. On leur a dit de fermer leur établissement pour rien. Les gens pouvaient se lever, manger sans masque, se lever, il n'y avait pas de virus dans le restaurant, aller aux toilettes avec un masque, on revient, on s'assoit. C'est complètement ridicule. Ça n'est pas basé sur la science. On a nuit aux restaurateurs. Plusieurs restaurants ont fait faillite à Montréal, un peu partout. Et là, il y a une opportunité pour eux. Le Grand Prix, c'est très payant pour eux. Et c'est pour ça qu'ils mettent des terrasses. Et on dit non. Pas de terrasse. Et la mairesse dit bien, écoutez, je vais faire une enquête, on va regarder. Mais comment la mairesse, la bosse de la Ville de Montréal, n'est pas au courant? Mais non, incroyable. D'un tel... non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Pour avoir fait fermer ces terrasses-là, il y a eu... L'ordre s'est donné à quelque part et il y a un responsable politique qui est responsable de ça. La vérité va finir par sortir, on va le savoir, mais c'est dommage, on a encore nuit aux restaurateurs, puis l'image de Montréal, ces gens-là, ces touristes-là arrivent pour célébrer la Formule 1, ils veulent dépenser, et ça crée une atmosphère sur Peel, dans le centre-ville, lorsque c'est fermé à la circulation, il y a des terrasses partout, les gens circulent, c'est une atmosphère de fête. On a fait fi de tout ça et on a dit non, on ferme ces terrasses-là. C'était aberrant. C'est dommage parce que c'est l'événement de la F1, ça a été un bel événement cette année, mais entaché par ce qui s'est passé le vendredi soir. Il ne faut pas oublier, l'événement de la F1, là, nous payons pour ça. Absolument. Il y a des subventions que le gouvernement provincial, fédéral donne pour la Formule 1. Donc, on paie pour attirer les touristes. On veut que les touristes aient du plaisir ici. On veut que Montréal brille à l'international. On veut que Montréal brille à l'international, qu'ils puissent revenir. Et là, lorsqu'ils veulent manger un bon repas sur une terrasse, lorsqu'il fait beau, non, vous n'avez pas le droit. Incroyable. C'est incroyable. Maxime, avant d'aller, dernière petite intervention que j'aimerais vous entendre là-dessus. On parle de plus en plus, ça fait déjà quelques temps, de ville 15 minutes. Oui. De plus en plus, on est en train de positionner ville 15 minutes. On est en train de construire à l'hippodrome de Montréal tout un complexe qui va contenir plusieurs milliers de logements, etc. On entend sur les lèvres de plusieurs ville 15 minutes, ville où il y en a qui appellent ça même les villes 15 menottes.
Pensez-vous qu'il y a une certaine réalité en arrière de tout ça? Est-ce qu'on s'en va vers, justement, la mise en place de Ville 15 minutes pour pouvoir gérer davantage les allées et venues des citoyens? Bien, c'est un projet, il faut savoir d'où ce projet-là origine, et l'origine des Nations unies, qui fait la promotion de ces villes-là 15 minutes. Pourquoi? Et ils se disent, bien, ça serait bien que les gens aient tous les services, 15 minutes de leur résidence, etc. Mais cette logique-là ne devrait pas être imposée au pays, aux municipalités et aux villes. Ce qui arrive actuellement, c'est que la mairesse de Montréal est d'accord avec cet agenda-là qui vient des Nations unies. Fait même partie du comité. Fait même partie du comité et elle est d'accord de mettre en branle cette initiative-là. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de mettre en branle cette initiative-là, que les villes doivent faire ce qu'ils veulent. Et là, bien, nous, les citoyens, on est souverains. À la prochaine élection municipale, il faut que les gens se lèvent et puissent aller voter et dire non, je n'achète pas cet agenda-là. Et nous, on veut un maire qui va se tenir debout devant des organisations internationales comme l'ONU ou d'autres organisations qui veulent nous imposer leur philosophie. On n'a pas besoin de ça. Oui, tout à fait. Ce soir, on vous a fait venir notamment pour vous entendre sur un sujet qui a fait quand même couler passablement d'encre cette semaine. Et c'est pas un sujet dont tout le monde, malgré l'encre qui a coulé, a entendu parler, le scandale de l'ingérence étrangère et les acteurs, les agents politiciens du Parlement qui ne sont pas dénoncés, nommés ou pointés du doigt et qui ne sont pas expulsés de leur parti. Juste pour mettre la table ce soir à cette discussion, c'est quoi ce scandale pour lequel vous avez fait plusieurs sorties, notamment cette semaine? Oui. Bien, moi, j'aime parler de l'origine de tout ça. L'origine de tout ça remonte de plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on a une loi au Canada qui est la loi sur le multiculturalisme. Et cette loi-là dit quoi? Elle dit aux immigrants qui arrivent ici, vous n'avez pas besoin à vous intégrer à notre société. Gardez vos valeurs, gardez votre culture. Venez ici, vous pouvez vivre dans des ghettos, votre communauté ensemble. On ne fait pas la promotion des valeurs canadiennes, de notre histoire, de notre culture. Et on donne, lorsque je dis on, le gouvernement du Canada subventionne ces groupes ethniques-là pour qu'ils préservent leur culture de leur pays d'origine. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, ça crée des comtés à travers le pays où il y a une forte majorité d'Indiens ou une forte majorité de Canadiens d'origine chinoise. Et là, bien, les partis politiques veulent avoir l'appui de ces communautés-là. Donc, ils ont un candidat d'origine chinoise ou d'origine indienne qui n'est pas intégré à notre société. Et pour ces gens-là, bien, leur loyauté est à leur pays d'origine et non au Canada. Ils sont venus au Canada seulement pour un gain économique, pour avoir une meilleure vie et faire un peu plus d'argent. Mais leurs valeurs fondamentales, c'est les valeurs de leur pays d'origine. Et là, lorsqu'ils sont élus au Parlement, bien, il faut pas être surpris que ces gens-là ne travaillent pas pour l'intérêt national du Canada, mais pour leur pays d'origine. Et là, c'est tellement rendu grave que les services secrets ont informé les politiciens que dans leur parti libéral, NPD, conservateur, bien, il y a des députés d'origine indienne ou d'origine chinoise qui sont là et ne font pas la promotion de la défense des intérêts nationaux du Canada, mais de l'intérêt de leur pays d'origine. Et là, ce qui se passe, bien, on veut des noms. On veut savoir c'est qui. Parce que pour moi, c'est des traîtres. Dans ton Parlement, tu dois, et nous, au Parti populaire, c'est ce qu'on fait, la priorité, le Canada et les Canadiens, dans ton Parlement. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Et ces politiciens traîtres-là, on ne sait pas c'est qui. Il y en aurait une dizaine dans les différents partis politiques. Et mais nous, on ne sait pas c'est qui. Nous, on ne sait pas c'est qui. Mais eux, ils savent. Ben oui, effectivement. Justin Trudeau sait c'est qui. Pierre Poilievre ne sait pas c'est qui parce qu'il ne veut pas le savoir. Pierre Poilievre a refusé d'avoir l'information qui venait des services secrets. Pourquoi? Parce que s'il a l'information, il va être obligé d'agir. Et il n'y aura plus d'excuses pour agir. Et il ne veut pas agir. Il ne veut pas expulser ces gens-là de son caucus parce que le signal que ça donne à ces communautés ethniques-là,
c'est que, le Parti conservateur est raciste parce qu'il expulse des députés d'origine indienne ou d'origine chinoise. Et Pierre Poilievre, la voie de la victoire, c'est de gagner dans des comtés ethniques et donc de plaire à ces clientèles-là. Donc, il ne veut pas le savoir, c'est qui dans son caucus. Mais la solution à tout ça, c'est que les chefs de parti devraient être des chefs d'État et dire publiquement, voici c'est qui, et les expulser de leur caucus. Mais là, vous avez parlé de la genèse du problème, Maxime. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait réformer cette loi sur le multiculturalisme pour justement éviter que les gens continuent à arriver chez nous au Canada, vivent avec tous les accommodements raisonnables et vivent en ghetto, vivent avec leur culture alors qu'ils sont ici au Canada? Oui, absolument. Nous, dans notre programme, on doit abolir cette loi-là. Le multiculturalisme a été un échec en Angleterre, a été un échec en France, a été un échec en Allemagne. Il faut abolir ce projet de loi-là et il faut plutôt inciter les gens à célébrer notre culture. Par exemple, par rapport à ce projet de loi-là, il y a des sommes énormes qui sont données à ces communautés-là pour célébrer leur culture. Le meilleur exemple, c'est le Nouvel An chinois. Bien, le gouvernement du Canada finance et donne des fonds à des groupes d'origine chinoise pour fêter le Nouvel An chinois. J'ai rien contre le Nouvel An chinois, mais ce n'est pas l'État canadien de subventionner ça. S'ils veulent faire une fête pour le Nouvel An chinois, allez-y avec votre propre argent. Le gouvernement du Canada devrait financer des fêtes sur la culture canadienne, l'histoire de notre pays, nos valeurs, et non pas financer et donner des subventions à des groupes ethniques pour qu'ils puissent promouvoir leurs valeurs. Et ils peuvent les fêter, j'ai rien contre ça au Canada. Faites-le, mais sans l'État. Et là, c'est ce qui se passe. Il faut abolir cette loi-là et envoyer un signal clair aux immigrants. Vous venez au Canada, non pas seulement pour avoir une meilleure vie économiquement, mais on veut que vous vous intégrez à notre société. Et lorsque je dis ça, les gens vont dire « Ah, Bernier, c'est un propos un peu raciste. » Non, absolument pas. Il y a 40 % des immigrants qui se disent, oui, effectivement, il faut abolir cette loi-là. Moi, je suis arrivé ici pour être Canadien et je suis fier d'être Canadien. Et lorsque vous m'appelez Canadien d'origine chinoise, ça m'insulte. Je suis un Canadien. Et c'est ce qu'ils veulent. 40 % des immigrants sont prêts à dire non à l'immigration de masse et à abolir la loi sur le multiculturalisme. Combien d'immigrants qui rentrent à chaque année? 1,2 million de nouveaux arrivants au Canada. 1,2 sur un pays de 40 millions. Par exemple, l'augmentation de la population au Canada l'année dernière, on a augmenté notre population de 3,2 %. 96 % de l'augmentation de la population vient de l'immigration. C'est pas que les Canadiens ont fait plus de bébés, ça vient de l'immigration, 96 %. Si on regarde la moyenne des pays occidentaux, des pays de l'OCDE, l'augmentation de leur population l'an dernier, 0,6 %. 3,2 % pour nous. On est le pays de l'hémisphère ouest qui reçoit le plus d'immigrants par capita. Et on ne peut pas. Et on voit la crise que ça fait, crise du logement. Ces gens-là viennent ici et le gouvernement du Canada est obligé de vider des hôtels qui ne sont pas pour les touristes maintenant. Le gouvernement paye des hôtels pour loger ces immigrants-là. Exemple, à Niagara Falls, le directeur d'affaires dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a 2 hôtels qui sont pleins d'immigrants, mais nous, on veut des touristes. Ces gens-là ne dépensent pas. Ils sont aux dépens de l'État canadien, de nos taxes, et ils ne dépensent pas. Ils veulent attirer des touristes qui vont aller dans leur hôtel, qui vont payer leur propre chambre d'hôtel et dépenser. La même chose à Montréal. Oui, il y avait une dizaine d'hôtels. Il faut arrêter ça. Et le gouvernement Legault essaie d'avoir le contrôle sur cette immigration-là, parce que quand je parle d'1,2 million de nouveaux arrivants au Canada, ça inclut quoi? Ça inclut les résidents permanents, les immigrants qui viennent ici pour leur résidence permanente. 1,5 million. On ajoute à ça les travailleurs étrangers temporaires, qui ne sont plus temporaires parce qu'après, lorsque leur permis est échu, ils restent au Canada, donc ils deviennent des illégaux. Il y a les étudiants étrangers internationaux qui viennent ici et il y en a des faux parce qu'il y a tout un scandale avec les étudiants indiens qui viennent ici puis qui ont des diplômes qu'on peut donner ça sur une napkin, des faux diplômes, et ils viennent ici pour avoir la citoyenneté. Et après qu'ils sont étudiants, bien là, ils font des manifestations à l'île du Prince-Édouard, un peu partout, en disant « Écoutez, moi, je veux rester ici. » Non, vous aviez un visa d'étudiant. Après, vous quittez. Et là, ils veulent rester.
Et là, ils font des manifestations et ils sont devenus illégaux. Mais que veut faire le gouvernement Trudeau avec l'aide de Poilievre? C'est de dire, on va réglementer tout ça. On va s'assurer que tout le monde ait la résidence permanente. Donc, le message qu'on envoie au reste du monde, venez ici, rentrez au pays de façon détournée et illégale, dites que vous êtes un étudiant étranger, faites des études qui sont plus ou moins sérieuses, et après ça, bien, on va vous donner la résidence permanente. Il y a un chemin pour la résidence permanente, ça devrait être lui de l'immigration, et non pas trouver plein de façons indirectes pour devenir résident permanent. 1,2 million de personnes, on ne peut pas s'occuper de ces gens-là. On ne peut pas les loger. On a une crise du logement. Vous le savez, à Montréal, dans les grandes villes, partout. Donc, les gens ne peuvent plus s'acheter des maisons unifamiliales. Et donc, nous, au Parti populaire, on dit, bien, on met fin à l'immigration de masse. Même, on commence à penser qu'il faudrait avoir un moratoire sur l'immigration pendant quelques années pour stabiliser la situation. Ouais. Et les conservateurs, Poilievre, parce qu'il veut avoir le vote de ces communautés immigrantes-là, il dit qu'il faut construire plus de maisons pour attirer plus d'immigrants. Nous, on dit non. Et Poilievre cite les chiffres qui sont véridiques. De la bouche de Poilievre, il y a 50 ans, au Canada, on construisait 250 000 maisons par année. 50 ans plus tard, l'an dernier, 250 000 maisons par année. Poilievre, il dit ça n'a pas de bon sens. La population de 20 ans est à peu près, 20 millions de personnes. On est rendu à 40 millions. Puis on construit le même nombre de maisons. Il faut accélérer ça. Il faut s'ingérer dans les champs de compétences des provinces, déréglementer pour que les villes construisent plus de maisons. C'est sa solution. Mais selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Banque nationale, juste pour répondre à la demande, lorsqu'on reçoit 1,2 million de nouveaux arrivants par année, pour répondre à la demande, il faudra en construire 700 000 par année. Oui, donc, on n'est pas capable de 250 000 à 700 000. On peut essayer de tout faire. On n'a pas la main-d'œuvre pour On n'a pas la main-d'œuvre, on n'est pas capable de faire ça. Donc, la solution, c'est pas essayer de construire plus de... Ça va prendre des années. Ouais. La solution, c'est d'arrêter moratoire sur l'immigration pendant quelques années pour régler la crise. Ouais. C'est simple. Vous l'avez dit, Maxime, il y a besoin d'avoir une réforme dans cette loi sur le multiculturalisme. Pas une réforme, nous, c'est l'abolition. L'abolition. J'aime encore mieux ça, l'abolition. En abolissant la loi sur le multiculturalisme, on passerait de 1,2 million, si on ne change rien, on ne met pas de moratoire, on pourrait passer de combien à combien? 1,2 million à combien de personnes qui, lorsqu'ils souscrivent pour pouvoir venir au Canada, veulent vivre la culture canadienne, les valeurs canadiennes et ce que représente le Canada en totalité, et non pas dire j'amène mon baluchon puis je retransplante qui j'étais, mes origines, mes mœurs, mes coutumes au Canada. On passerait de 1,2 million à peu près combien, selon vous? Bon, la loi sur le multiculturalisme, il faut l'abolir, effectivement, pour lancer un vrai signal aux gens. Venez, on veut que vous vous intégrez à la société canadienne. Les seuils d'immigration, bien, si on regarde, là, aujourd'hui, les immigrants permanents, c'est 500 000, comme je disais. Et le reste, là, le 600 000, c'est les étudiants étrangers temporaires, les travailleurs étrangers temporaires. Donc, et ces gens-là, ils restent au pays après leur mandat au lieu de quitter le pays. Mais ce 500 000-là, si on regarde la moyenne des dernières décennies, bien la moyenne, c'était 250 000. Et là, Trudeau a doublé ça, 500 000 immigrants permanents, et on ajoute tous les non-permanents qui sont là, comme je disais tout à l'heure. Nous, en tant que parti, 150 000 immigrants permanents par année devrait être le maximum. Mais là, à 150 000, je pense qu'on ne sera pas capable de régler la crise. En comptant les illégaux. 150 000 d'immigrants permanents. Puis là, à ça, on ajouterait effectivement les résidents, les travailleurs étrangers temporaires. Mais les travailleurs étrangers temporaires, le message qu'il faut donner aux entreprises, c'est que c'est pas pour vous, là, si vous voulez engager des gens, puis vous n'êtes pas capable d'avoir de Québécois ou de Canadiens, ce que vous devriez faire en tant qu'entreprise, augmenter vos salaires, vous allez peut-être avoir plus de gens. Là, ils utilisent les travailleurs étrangers temporaires pour de la cheap labor, il faut le dire, c'est le mot. Et ça fait quoi? Ça nuit aux Québécois parce qu'au lieu d'augmenter les salaires, ils ont une main-d'œuvre à bon marché qui arrive. Mais la vraie solution au manque de main-d'œuvre, c'est de réinvestir dans de la productivité, donc dans l'automatisation, la robotisation. C'est ça la solution. Si une entreprise n'est pas capable de trouver un Québécois, il y a deux solutions. Augmenter le salaire, peut-être que vous allez en trouver. Si vous ne voulez pas augmenter le salaire, investissez dans la robotique et
et essayer de devenir plus productif. C'est la solution, la vraie solution. Et c'est ça qu'il faut dire. Mais là, aujourd'hui, les gouvernements disent aux entrepreneurs, au conseil du patronat, non, OK, on va ouvrir la porte, vous en voulez plus, et c'est au détriment de la population québécoise et canadienne. Nous, on va arrêter ça. Si on revient avec ce scandale qui a pris place cette semaine, on a parlé de la genèse de ce scandale-là. Est-ce que, selon vous, il est possible, dans un avenir rapproché, idéalement, ça serait hier, d'avoir le nom de tous ces députés-là ou ces ministres-là qui auraient fait de l'ingérence Là, ce qu'on nous dit, l'argument du côté opposé, qui dit on ne peut pas divulguer ces noms-là, une question de droit, de charte des droits, tout le monde devrait être innocent. Et donc, si on divulgue le nom, c'est comme si la personne était coupable avant d'avoir eu un procès, etc. Donc, on va voir, on parle de la règle de droit, de la charte des droits, mais c'est bizarre. Durant le convoi de la liberté, Trudeau ne s'est pas empêché de geler les comptes de banque de Canadiens, de transformer une protestation pacifique en violence en utilisant l'armée et les policiers contre les gens. Il ne s'est pas gêné aussi à brimer notre Charte des droits et libertés. Tout ça, c'était pas important. Là. La règle de droit n'était pas importante. Elle ne s'appliquait pas. Elle ne s'appliquait pas et le gouvernement a brimé nos droits. Ouais. Et là, on a des traîtres au Parlement et on parle de la règle de droit. Mais il y a une solution à ça si on veut divulguer les noms. Parce que vous savez qu'au Parlement du Canada, dans l'enceinte du Parlement, dans la Chambre des communes, les députés ont un privilège parlementaire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans être poursuivis. C'est pour ça que souvent, dans des débats, lorsque ces débats deviennent très, très chauds et très animés, bien, les gens peuvent se crier des noms ou quoi que ce soit. Ouais. Et là, le président essaie de calmer le jeu. Mais souvent, un député de l'opposition ou un député va dire, bien, allez dire ça à l'extérieur de la Chambre si vous êtes sérieux. Allez le courage de le dire, parce qu'à l'extérieur de la Chambre, il n'y a plus l'immunité parlementaire. Il y a une immunité parlementaire dans la Chambre. Ouais. Donc, un député, ce que je suis en train de dire, un député peut se lever et nommer ces gens-là et se rasseoir. Personne ne va pouvoir le poursuivre. Il est en Chambre, il y a l'immunité parlementaire, il peut le faire. Ouais. Mais les chefs de parti pourraient le faire. Ils n'ont pas le courage de le faire parce qu'ils veulent prendre ce débat-là et le mettre sous le tapis, comme le débat sur l'impact de la COVID et du vaccin sur la société canadienne. Non, on ne veut pas parler de ça. On veut le mettre sous le tapis. Imaginez. Parce que ce n'est pas à l'avantage des deux chefs de parti de nommer les gens qui sont dans leur parti ou des expulser parce qu'ils se disent l'impact sur le terrain versus ces communautés ethniques-là et dans les comtés qu'on veut viser, il risque d'avoir un impact électoral et on ne veut pas le faire. Mais il faut, si on avait des chefs d'État, ça se ferait. On a des traîtres au Parlement, on ne sait pas c'est qui, puis on essaie de tourner la page. Non, c'est ça. Vous avez raison. Je vais apporter à votre attention, il y a un projet de loi, le projet de loi 57 de la CAQ, qui a été adopté à l'unanimité cette semaine à l'Assemblée nationale. Cette loi va protéger et va assurer une meilleure protection sur les élus et permettra de donner des amendes de 1 500 $ aux citoyens qui exprimeraient leur opinion un peu trop fortement contre les élus locaux. En faveur du projet de loi, c'était unanime. Il y a eu 109 pour, 0 contre et 0 en abstention. À quoi, Maxime, cette nouvelle loi risque-t-elle d'ouvrir la porte? Parce qu'on fait toujours passer une loi basée sur une certaine vertu. Évidemment, on ne veut pas que les élus soient malmenés, soient tabassés, soient intimidés ou insultés pour leurs convictions. Mais on passe une loi en mettant l'emphase sur la vertu, mais ça ouvre la porte à autre chose, inévitablement. Ben oui, c'est 2 poids, 2 mesures, 2 genres de citoyens. Le politicien, quelqu'un qui va arriver lui parler ou l'insulter, peut dire au policier, venez, il m'a insulté, imposez-lui un billet de 1 500 $. Le citoyen ordinaire, quelqu'un va l'insulter, lui, c'est correct. La personne qui l'insulte n'aura pas de billet. Ça n'a aucun bon sens. Et d'ailleurs, ça va contre la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, c'est quoi? Ça protège le discours que vous n'aimez pas. On n'a pas besoin d'avoir la liberté d'expression lorsque je vous dis que vous êtes beau, vous êtes bon et vous êtes fin. Tout le monde va me permettre de dire ça. Ouais. Mais lorsque je dis des propos que vous n'aimez pas, c'est ces propos-là qui devraient être protégés. Et là, on va à l'encontre de ça parce qu'on empêche un citoyen, on l'empêche. On va brimer son droit parce que si le citoyen ne veut pas payer 1 500 $, là, il va se taire.
Donc, le citoyen va se censurer lui-même. On empêche un citoyen d'exprimer son point de vue qui peut être agressif à un politicien. Écoutez, j'ai été élu en politique en 2006. Wow. Ça fait quelques années de ça. Avant, j'étais dans le secteur privé. J'en ai eu des gens qui m'ont insulté en pleine face. J'ai reçu un œuf sur la tête en pleine campagne électorale. J'ai eu des gens qui m'ont craché dessus. J'ai pas dit... Et quand c'est arrivé, la police est arrivée, voulez-vous qu'on porte plainte? La dernière fois en campagne électorale, lorsqu'on m'a écrasé un œuf sur la tête, voulez-vous porter plainte? Non, je ne porterai pas plainte. Je n'ai pas porté plainte. Ça fait partie de la vie politique. Vous prenez des décisions et... ça ne plaît pas à tout le monde. Vous avez un propos qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y a des conséquences. Ça peut arriver que vous vous faites insulter. Que voulez-vous? C'est pas le fun, mais on n'a pas besoin de loi spéciale pour nous protéger. Effectivement, puis il y a déjà des lois pour protéger le citoyen, que ce soit le député, le ministre, le premier ministre ou le simple citoyen. Il y a déjà des lois qui existent pour la protection de ces... peu importe la gamme de citoyens, peu importe dans l'échelle sociétale où on se situe, il y a des lois qui protègent chaque individu. Ben oui. J'ai fait un discours au Nouveau-Brunswick, je ne me rappelle pas quand, là, en 2019, je pense. Et après mon discours, je suis allé rencontrer des gens et il y a un gars qui avait son verre d'eau. Il a pris son verre d'eau, il a pris une gorgée, il a craché son verre d'eau sur moi parce qu'il n'aimait pas mes propos. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est parti après, mes partisans sont allés pour le prendre. Genre, laissez-le aller, il est parti, je me suis essuyé, etc., puis j'ai continué. Ça arrive, mais c'est des exceptions. Ouais. Et il ne faut pas brimer la liberté d'expression. Moi, j'aimerais mieux que les gens puissent s'exprimer. Si on les empêche de s'exprimer parce qu'il y a un risque qu'il y ait une amende de 1 500 $, bien, c'est pas une société qu'on veut. On veut une société où il y a des débats, puis des débats d'idées. Moi, j'en ai eu des gros débats. Il y a des gens qui ont débattu avec des arguments puis qui me parlaient fort. Puis, vous pouvez voir des vidéos de ça. Puis, je répondais, puis etc. Mais ça fait partie de la vie. C'est dommage, mais ça fait partie de la vie politique. Absolument, absolument. Est-ce que l'adoption de cette loi met la table, justement, à 2 systèmes de justice au Québec? Ben oui. Le système pour les politiciens, puis le système pour les citoyens. Le citoyen va devoir prouver que quelqu'un l'a insulté. Mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Les gens devraient être libres de dire ce qu'ils ont à dire. Ouais. Et il y a des lois déjà qui existent. Ouais. Il y a des lois dans le code criminel qui existent. Moi, quand ça m'est arrivé, j'avais un recours. La police m'a dit, voulez-vous porter plainte? Oui. J'ai dit non. Il y a des recours qui existent. Pourquoi créer ce privilège-là aux parlementaires? Moi, si j'étais un parlementaire à Québec, j'aurais honte à aller me promener devant mes citoyens. Mon citoyen dirait, hey, Maxime, tu veux pas qu'on te parle? Tu as peur de te faire brasser un peu? C'est quoi cette histoire-là? Là, tu vas nous imposer une amende de 1 500? J'aurais honte d'avoir voté pour ce projet de loi-là. Oui. Maxime Bernier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappellerai aux gens que les gens peuvent vous suivre via votre Twitter, votre page Facebook et via le site Internet du Parti populaire du Canada. Vous parlez de toutes sortes de choses. Vous ne faites pas juste la promotion de votre Parti populaire du Canada, vous en faites inévitablement la promotion, mais vous parlez d'actualité et de politique autant à l'international que qu'est-ce qui se passe au Canada, que qu'est-ce qui se passe au Québec et même que ce qui se passe municipalement dans chacune de nos villes. Et j'encourage les auditeurs, non pas les étudiants, mais s'il y a des étudiants qui nous écoutent, je vous encourage aussi. Allez faire un tour sur votre page parce que c'est riche en informations. C'est vraiment une revue d'actualité quasi hebdomadaire que vous faites et je pense que c'est super intéressant de pouvoir vous suivre pour... du moins apprendre à vous connaître, mais avoir un œil sur ce qui se fait chez nous et à l'échelle internationale. Parce que nous, on critique l'actualité selon nos valeurs et notre point de vue. Donc, les valeurs qu'on propose et dont on fait la promotion, liberté, équité, responsabilité et respect, toutes nos politiques sont en ligne avec ces valeurs-là. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité, effectivement, sur mon compte Twitter, on va on va commenter l'actualité. Et si les gens veulent en savoir plus, comme vous venez de le dire, site Internet du parti, partipopulaireducanada.ca, notre plateforme est là, c'est toujours la même chose. Contrairement aux autres partis politiques, on ne fait pas une plateforme avant l'élection avec des sondages. Notre plateforme est là, c'est ce qu'on croit, on va défendre ces idées-là jusqu'au moment où on gagne la bataille des idées. Mais merci de m'avoir invité aujourd'hui, puis j'espère qu'on va se voir dans une autre opportunité. Certainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, ça a été une excellente entrevue avec Maxime Bernier. On a parlé un petit peu de la loi sur le multiculturalisme avec Sylvain Goulet. On en a parlé
abondamment avec Maxime Bernier, mais juste pour faire un résumé sur cette loi-là qui existe dans notre pays. La loi sur le multiculturalisme donne le droit à ceux qui vivent ici de conserver leur culture d'origine avec leurs traditions et leur religion, bien que contraire à notre traditionnelle culture occidentale chrétienne. Cette loi accorde le droit de réclamer des accommodements religieux devant les tribunaux. C'est ainsi que le droit constitutionnel d'idéologie multiculturaliste s'impose par la Cour suprême du Canada aux provinces canadiennes. La loi sur le multiculturalisme a engendré une série d'accommodements raisonnables allant jusqu'à réduire notre identité, notre culture et notre histoire au même niveau que toute autre culture immigrante chez nous, amenant avec eux souvent leur religion opposée à la religion chrétienne, parfois favorisant même la mise sur pied d'un agenda antichrétien. Nous devons réellement abolir cette loi sur le multiculturalisme qui, partout à travers le monde, a fait beaucoup plus de tort que de bien. Quand on décide d'émigrer dans un pays, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est parce que nous sommes prêts à épouser sa culture, ses politiques, son histoire, sa religion, ses valeurs, etc. Malheureusement, lorsqu'on tient ce genre de propos, comme Maxime l'a si bien dit, on se fait immédiatement traiter par les médias et les politiciens de racistes. Mais l'ouverture d'un pays et de ses citoyens à accueillir des immigrants ne démontre-t-il pas le contraire de ce qu'est le racisme? Je fais juste poser la question. Voyez-vous, cette loi sur le multiculturalisme a soustrait notre identité pour mettre celle-ci sur le même pied d'égalité que tous ceux qui choisiraient le Canada comme terre d'accueil. Et pour moi, défendre notre identité n'a rien de raciste, si ce n'est que du gros bon sens. Vivement un retour à qui nous étions et à la restauration de nos valeurs chrétiennes. En terminant, je dis bienvenue à tous ceux et celles qui sont prêts à épouser notre culture en s'y intégrant.